Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Elisabeth Fontaine. On va parler d'un truc simple mais important, c'est remettre du sens dans les pratiques, remettre du sens au quotidien pour en fait mobiliser les équipes, peut-être aussi parce que c'est un sujet qu'on a en commun de préparer les évaluations HAS, de réaliser les évaluations HAS et il y a un gros sujet sur pourquoi on le fait, quel sens ça a, est-ce qu'on le fait pour l'ARS, pour la HAS? Est-ce qu'on le fait pour les évaluateurs? Est-ce qu'on le fait pour avoir une bonne note? Ou est-ce qu'on le fait pour les résidents? Et ça, ça peut dépendre, d'un établissement à l'autre, hein. On peut avoir des approches un peu différentes. Mais du coup, l'idée, c'est comment on fait quand, au quotidien, même au-delà de l'évaluation, dans la démarche qualité au sens large, comment on fait pour remettre du sens dans les pratiques? Avant de parler de tout ça, ce que je te propose, c'est de te présenter. OK, super. Eh bien, merci, Arnaud, de m'avoir sollicité pour cet échange. Donc, du coup, moi, c'est Elisabeth Fontaine. Donc je suis consultante et formatrice auprès, des EZSMS, difficile à dire. J'interviens sur tout ce qui touche à l'amélioration continue. Donc concrètement, ça veut dire que j'accompagne les établissements à faire évoluer leurs pratiques, que ce soit sur le plan, de l'accompagnement des personnes, sur le plan des postures professionnelles aussi, ou bien, sur tout ce qui est de l'ordre de l'organisation de façon générale. Et donc mes interventions, je peux proposer soit, de la formation, des formations certifiées Qualiopi, ou bien, des missions de conseil et ça se définit en fonction des besoins, voilà, au moment où on construit les missions. Hem, je peux parler un petit peu de mon parcours, Ah ouais, quelle idée de faire ça, en fait? Comment t'en arrives là? mais pourquoi? Et ben, mon parcours, on va dire que ça a démarré de manière un petit peu, spontanée. Donc c'est-à-dire que, après le bac, ce que j'avais surtout envie, c'était de découvrir la vie, et pas forcément, commencer avec, d'enchaîner sur des études. Donc j'ai eu un premier poste d'ASH dans un hôpital psychiatrique. Donc super expérience, assez, marquante, mais super expérience qui m'a, donné envie assez vite, d'aller plus loin, donc c'est-à-dire de participer davantage aux soins, aux accompagnements. Ce qui m'a amené donc à reprendre mes études, et ce qui m'a amené aussi à être, par la suite donc aide-soignante et infirmière. Donc j'ai continué, on va dire, l'évolution soignante et puis au bout de quelques années en tant qu'infirmière, je me suis retrouvée un petit peu à tourner en rond, parce que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup et qui s'ennuie assez rapidement. Et donc là, en gros, pendant cette expérience-là, j'ai fini par me poser des questions, du type, qu'est-ce qui fait que dans nos services, on a tel ou tel moyen? Enfin, même en fonction des services ou en fonction des établissements. Qu'est-ce qui fait que, parfois on a, des cadres, des directeurs, qui sont vraiment sous pression? Qu'est-ce qui se passe pour eux, en fait, à ces moments-là? Et puis, pourquoi dans certains établissements, on va avoir des projets qui sortent à foison et puis, dans d'autres, ça semble un petit peu bloqué. Donc là, évidemment, ça m'a donné envie donc de comprendre ce que j'appelle l'envers du décor. Donc j'ai repris, encore une fois et une dernière fois, les études, ce qui m'a permis à la suite de ça d'aller travailler, pour un conseil départemental. Et puis d'occuper un poste de responsable ressources et qualité en EHPAD, où là, l'enjeu de ce poste-là, c'était, donc l'ARH et l'EVAL, donc les 2 gros sujets, qui sont encore d'actualité. Et donc pour préparer cet établissement-là, c'est vraiment cette expérience qui m'a, on va dire, donné le déclic et l'envie, en tout cas qui m'a mise en confiance, pour, m'engager en tant qu'indépendante, on va dire, et d'avoir comme axe fort, l'évaluation de la HAS. Sachant que,
le fil conducteur, que ce soit sur cette expérience en tant que salariée ou même, à l'heure actuelle en tant qu'indépendante, c'est vraiment, cette envie d'apporter du sens aux pratiques. Voilà, il y a une exigence réglementaire qui sort, pour autant, est-ce que c'est complètement déconnecté de ce qu'on fait déjà? Et comment est-ce qu'on va faire, pour redonner du sens entre l'aspect réglementaire, les obligations et puis ce qu'on fait avec nos moyens, au quotidien? Donc voilà, pour ça, il faut bien sûr de la méthode aussi. Comment est-ce qu'on décortique tout ça? Et puis, ben, surtout beaucoup d'humains, parce que ce qui est chouette quand on est indépendant, c'est qu'on va à la rencontre de différentes structures et puis surtout de différents professionnels. Et donc là, depuis, ce début d'année, j'ai commencé donc en tant qu'évaluatrice en complément de mes 2 activités principales. Heu et donc j'ai fait principalement des évaluations, auprès de résidences autonomie pour l'instant. Dans ton expérience, en EHPAD, c'était seulement enfin, il y avait qu'un EHPAD, tu étais pas intervenu sur de la résidence autonomie? Non, il y avait que 2 EHPAD, du coup, on avait 2 sites. OK. Hem, il y a plusieurs questions déjà que je me pose, parce que je voudrais savoir du coup si tu as eu des réponses à ta question, pourquoi certains sont sous pression et pourquoi il y a des projets d'un côté et pas de l'autre? Est-ce que tu as une réponse à ça? Ah ah! Ah, alors ça, je dirais, c'est des questions que je me pose encore en tant qu'évaluatrice, mais je dirais enfin, mon ressenti, c'est que c'est plutôt, humain dépendant. Ça dépend vraiment, des personnes qui sont en place, de l'histoire aussi des établissements, pas forcément des moyens. Parce que, souvent les structures qui sont en difficulté et qui vont, regretter ne pas avoir de temps, ou ne pas avoir l'énergie en tout cas de se consacrer à des projets, font souvent le lien avec, les moyens humains, les moyens, financiers on va dire. Alors certes. Et j'ai pas de temps parce qu'on n'est pas assez, parce que, c'est pas possible, quoi. Voilà, c'est souvent ça qui revient et pour autant, j'ai vu, voilà, des petites résidences autonomie qui, voilà, il y avait 6 personnes dans la maison, donc peu de moyens humains et pour autant et ben, il y avait, des actions de prévention, il y avait des liens qui étaient faits avec le territoire où on va retrouver, ça se traduisait par, par exemple, la résidence autonomie, qui était un lieu de poste ou qui était un lieu de proposer un lieu d'accueil pour France Service, où là, ça fait de l'ouverture aussi sur l'extérieur et c'est des projets qui sont originaux, et qui viennent aussi, renforcer l'image positive de l'établissement, bon, sur le territoire et puis, de façon plus globale aussi, quand on rencontre d'autres directeurs et cetera. Donc je trouve ça plutôt positif. Donc oui, pour répondre à ta question, je dirais que pour l'instant, c'est plutôt, ouais, humain dépendant. Bah, ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. En fait, c'est au niveau d'une direction, d'une équipe de direction, les gens qui vont impulser, en fait, c'est déjà est-ce que dans leur tempérament, ils sont un peu stressés ou pas, quoi? Tu vois? Parce que des fois, enfin, c'est toujours cette question de pression qui va être se dire, en fait, comment tu la gères? Et c'est vrai que parfois, il y a pas beaucoup de pression, mais tu le gères mal. Des fois, il y a beaucoup de pression, mais en vrai, bon, tu as l'habitude, tu le gères. Et puis voilà, c'est un peu ça qui va dépendre. C'est un peu une question d'état d'esprit, je crois, hein. Et puis pareil, peut-être pour les projets, non? Je vois, il y a des directeurs des établissements où c'est vrai que ça part dans tous les sens. Ils ont l'habitude, c'est comme ça. Alors après, il y a aussi certainement l'habitude et des questions de méthodo et puis un peu de moyens quand même, c'est sûr, parce que l'établissement qui est complètement débordé, bah, tu auras peut-être plus de pression et puis moins de projets. Et puis c'est un cercle soit vertueux, soit vicieux quand tu es en galère. Mais c'est vrai que du coup, c'est intéressant parce que ça rejoint après la question, management, en fait, la question humaine. Oui, c'est ça, puis sachant que ces établissements pour lesquels ça fonctionne, enfin, c'est toute l'équipe qui est embarquée, quoi. Et qui sont investis et qui donnent du sens et puis, bah, qui sont fiers aussi de ce qu'ils font, d'original au sein de leur structure. Donc c'est hyper valorisant. Carrément. Je pense ça du coup, j'ai une autre question. Tu étais soignante sur le terrain jusqu'à quand? Juste avant covid. Avant Covid, OK. Ouais. Hem, Comme moi. Du coup, ce qui est vraiment cool, je trouve, ce qui est intéressant avec ton parcours, c'est qu'il y a vraiment une approche, tu as fait tous les métiers, en fait.
as même vu le département, donc le côté tutelle qui en fait est un acteur aussi, tu vois, un partenaire en fait, un maillon de la chaîne. Hem, à quel endroit tu as pu voir de la perte de sens? Tu vois, j'imagine quand tu dis: «Je suis ASH», bah, est-ce que les gens, tes collègues, comment tu perçois le sens? Est-ce qu'il y a du sens? Est-ce qu'il y a pas de sens? Est-ce que c'est juste un job, en gros alimentaire, il faut le faire et puis voilà? Ou alors est-ce qu'il y a quand même bah, du sens et puis une forme de plaisir aussi d'accomplissement de faire quelque chose de concret, quoi? Mmh. Alors sur les différents postes, là on rejoint, l'idée de, c'est humain dépendant et ça Ouais. dépend vraiment aussi du type de structure. Parce que j'ai pas mal bougé, j'ai fait de l'intérim, donc du coup j'ai vu, plusieurs types de structures et donc quand j'étais, ASH, je me souviens que, j'étais au sein d'une équipe où, justement il y avait du sens donné aussi au travail d'ASH. Donc c'est-à-dire qu'on n'était pas là pour faire le ménage, Ouais. on Et était pour que là ce soit propre, hein, qu'il y ait pas de poussière au-dessus des cadres avec, c'est ça? Il y c'est avait ça. pas: «Ah, ah bah alors». Non, 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 on n'était pas du tout là-dedans. Notre travail était vraiment respecté. On était vraiment, dans de la technicité, voilà, même si c'est de la psychiatrie et ben, le travail d'ASH, c'est le premier rempart contre, les infections nosocomiales, par exemple. La maîtrise du risque infectieux, ça passe aussi par, les fonctions, ces fonctions-là et puis on avait le droit de participer alors c'était le droit de participer, aux transmissions. Et moi je trouvais ça enfin, je trouvais ça normal et quand je suis arrivée dans d'autres établissements, donc à d'autres postes, en tant qu'aide-soignante ou en tant qu'infirmière, ça m'a paru scandaleux, hem, de me dire que voilà, de m'entendre, entendre comme réponse que les ASH ne participent pas. Elles n'ont pas le droit. Alors pour certains ASH, ça faisait sens de ne pas participer, alors que d'autres étaient aussi dans cette attente-là puisque quand même, je trouve que justement, il y a cette, notion aussi de costume entre les différentes fonctions. Quand on a SH, on n'a pas le même costume que quand on est aide-soignant, que quand on est infirmière, que quand on est cadre ou médecin. Et du coup, il y a, des informations qui peuvent passer, à certains professionnels et ne pas passer, à d'autres. Et donc quand une équipe, les équipes auprès desquelles j'ai pu travailler qui avaient le sens perçu de cette plus-value-là, la notion en tout cas de costume et puis, de barrière dans la communication qu'il peut y avoir quand on est soignant ou quand on l'est pas et ben, c'était un réel plaisir et qu'est-ce que je voulais dire? Je me souviens plus de ta question de départ, excuse-moi. La question c'est, est-ce que tu as vu des endroits où justement il y avait plus de sens? Et notamment peut-être, moi je pense du coup au métier ASH, mais peut-être, tu vois, les infirmières aussi en fait, hein, où à un moment c'est trop la course, où on perd le pourquoi on fait ça. Oui, complètement et là, c'était plutôt dans des, petits EHPAD. Voilà. OK. Sur quel métier du coup? Plutôt infirmier? Infirmière, en tant qu'infirmière, soit petits EHPAD d'ailleurs, soit grands EHPAD où, grands EHPAD, tu commences ta distribution de médicaments quand tu arrives et puis tu la termines, ouais, il est quasi 11 heures. Donc tu rentres, tu fais tes trans, tu repars avec ton chariot et tu fais que ça quoi, la distribution Ouais. de médocs. Et OK, puis les petits c'est distribuer des médocs, quoi. ouais, tu fais que ça de ton poste, du matin et tu arrêtes pas et l'après-midi, c'est les vérifications. Enfin, tu as peu de temps à consacrer du coup à l'humain ou même, tu vois, au pansement, enfin parce que tu en as quand même, hein. Ouais, le Heu, suivi en fait. Tu fais quelque ah chose oui. de répétitif, tu vois? Mais ça rejoint un petit peu la question ménage. Moi, je me dis que sur, les postes ASH, en fait, le truc, c'est que faire le ménage, il y a ce côté, en fait, un peu comme les médicaments, très redondant et du coup, peu intéressant parce que, tous les jours, tu refais le même truc, quoi. Bah, tous les jours, tu fais le même truc, mais pour autant, que ce soit ASH, aide-soignant ou infirmière, les personnes sont différentes. Mmh. Et tu pas la même personne, d'un jour à l'autre. Il y a toujours, voilà, aujourd'hui, tu vas prendre plus de temps, dans la chambre ou pour la toilette de madame machin, bah, parce qu'elle a eu, une mauvaise nouvelle, de je sais pas moi, de son frère ou, il y a un enfant qui va se marier, elle est super contente, elle a envie d'en discuter, donc tu vas prendre un peu plus le temps avec cette personne-là. Voilà, moi je pense que c'est redondant. En tout cas, moi, ma philosophie, c'était de me dire, «J'ai pas envie que mon travail devienne chiant, donc j'ai envie d'y mettre du sens» et le sens, finalement, peu importe, la fonction que tu occupes, bah, c'est le soin, l'accompagnement et ce que tu vas, mettre en place pour la personne, finalement.
coup, d'après toi, et on rentre dans le cœur du sujet, Oui. qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment donner du sens? Que ce soit à travers les balles, mais même en fait, c'est beaucoup plus large que ça, hein. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'on donne du sens au fonctionnement, à une organisation et à toute l'équipe? Et ben, là, je trouve pour le coup que le référentiel d'Eval, c'est quand même un bon outil pour remettre du sens. Parce que justement, quand on va préparer, cette fameuse évaluation, en s'appuyant sur le référentiel, ça va être de pouvoir redire, bah, oui, vous voyez, le ménage ce que vous appelez le ménage, par exemple, et ben, ça va être, des protocoles à valoriser pour le critère en lien avec la maîtrise du risque infectieux. Tous ces papiers qu'on a eu du mal à faire, à mettre en place, et ben là, ça va être le moment de les montrer. Heu, Tout ce qui va être autour, des PAP aussi, où, bah, là aussi, avant l'éval, c'est quelque chose qui devait déjà exister avec, une périodicité bien définie et cetera. Alors oui, ça demande une logistique, mais bah, ah, ça tombe bien, il y a l'éval qui arrive et ben, on a déjà amorcé, on va dire, la démarche parce que c'est pas forcément à jour, partout, mais c'est comment est-ce qu'on va réussir à retraduire finalement, ce qu'on fait au quotidien pour le remettre dans les cases, du référentiel ou des obligations et comment est-ce qu'on va amener ça aussi auprès, auprès des professionnels? Je pense que, l'enjeu, il est vraiment là. Comment est-ce qu'on va retraduire les actions du quotidien sans forcément, aller redire, qu'il faut qu'on fasse plus. Parce qu'il y a déjà des belles choses qui se font, mais comment est-ce qu'on va, se les approprier pour les retraduire en ce qu'on nous demande? Là, typiquement pour, les résidences autonomie, ce que j'entends souvent quand j'interroge les professionnels, c'est, «Bah, oui, mais nous, on est une résidence autonomie, on n'est pas un EHPAD. Les personnes, elles sont autonomes, donc on fait pas à leur place, on les laisse faire, quoi». Donc oui, évidemment, d'accord, ça, il y a pas de souci sur cet aspect-là, mais pour autant, le rôle d'un professionnel en résidence autonomie, c'est, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour la personne accompagnée, pour maintenir le plus longtemps possible son niveau d'autonomie et ça, c'est des choses qui font déjà très bien, mais c'est pas perçu comme ça. Je suis d'accord. Moi, ce que je trouve intéressant avec le référentiel, c'est que justement, on va demander des trucs pas g beaucoup en fait, mais très spécifiques, très techniques. La question du risque infectieux, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez bien des protocoles et tout ça? Où là, c'est quand même assez normé. Par contre, il y a énormément de critères autour du repérage. Tu vois, repérage de la fragilité. Alors fragilité, ça veut rien dire parce que c'est trop large. Mais par exemple, isolement, santé mentale dans le sens repli sur soi, peut-être, dépression et tout ça. Enfin bref, tout ce qui peut être, ouais, lié à un moment où la personne, elle va moins bien, à la perte d'autonomie, et en fait, il y a plein de sujets comme ça sur lesquels si l'établissement, a fait le choix et c'est vrai, alors je pense que c'est quand même une majorité, mais il y a quand même parfois des établissements qui segmentent un peu. Il y a les soignants et les non soignants, dont, parfois le directeur peut se faire aussi virer des transmissions. C'est un sujet rigolo. Mais, mais du coup, si on a vraiment tout le monde, on parce que je dis le directeur pour rire, mais par exemple, la secrétaire, c'est un vrai gros sujet parce que la secrétaire, elle est vraiment en contact avec plein de monde et du coup, techniquement, sur des temps de staff, sur des temps de transmission, sur des temps de PAP, elle pourrait dire plein de trucs, surtout dans le repérage et qu'avec l'éval, le fait alors l'éval, évidemment, elle donne aucune vraie recommandation, en fait. C'est vraiment on évalue, on regarde ce que vous faites. Mais l'établissement qui arrive à mettre tout le monde autour de la table et du coup à laisser parler tout le monde, ça amène énormément d'informations pour, en fait, repérer et après il faut analyser et mettre en place, bah, les actions qu'on va retrouver dans les plans de soins, dans les projets perso. Mais du coup, je trouve que ça donne énormément de sens et moi, c'est ce que j'aime bien aussi à travers l'évaluation, c'est que souvent les gens le font, mais voit pas trop le pourquoi. En fait, c'est un peu comme si on avait dit à un moment et moi je l'ai dit, hein, et on l'a dit, c'est en fait, il faut tracer parce que ce qui est pas écrit n'existe pas. Mais du coup, on trace pour tracer. Ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on va plus loin et qu'on arrive à travers l'évaluation, on te dit: «Non mais regardez, là, vous avez tracé, mais du coup, l'infirmière, elle l'a dit au médecin et du coup, le médecin, il a fait ça et puis regardez, en fait, depuis, ça va beaucoup mieux». Et là, du coup, ça donne du sens parce que c'est la qualité de vie des personnes, parce que c'est les soins, c'est enfin, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est vraiment du bon travail
Et là, du coup, ça devient super intéressant. Et pour revenir sur la résidence autonomie, je trouve que c'est là où il y a un sujet, c'est un peu ça dont on voulait parler aussi. Parce que si on pense aux résidences autonomie et puis probablement aussi aux services à domicile qui vont peut-être se retrouver un peu dans cette situation-là, la problématique, c'est qu'on est sur des établissements pour lesquels, il y a un staff et une équipe en fait, beaucoup moins nombreuses Oui. et c'est une intervention, on va dire, plus partielle dans l'accompagnement de la personne. En fait, c'est des interventions ponctuelles, tandis que l'EHPAD gère, on va dire, toute la chaîne et toute la journée. Ce qui fait qu'on ressort du soin, mais pour le projet perso, bah, il faut s'articuler avec les autres et c'est là où c'est difficile. Parce que du coup, il y a pas grand monde comme équipe à interroger et tout ça et souvent on va avoir des équipes un peu moins qualifiées. Ça veut dire qu'en gros, ils n'ont pas l'habitude de faire de la paperasse, de tracer ce qu'ils font et d'être dans l'analyse. En fait, ils font un job opérationnel très précis qui répond à un vrai besoin, mais du coup, il y a moins cette partie, voilà, derrière d'analyse et de staff et de co-construction et de réflexion autour et souvent, du coup, c'est assez difficile de ressortir des infos à valoriser. Donc ce qui amène à une nouvelle question, puisque toi, tu as vu pas mal de résidences autonomie. Qu'est-ce que tu conseilles aux résidences autonomie pour, bah, en fait, pour se préparer et pour rentrer dans cette culture de sens et de partage d'infos et après, ben, d'analyse et de réponses adaptées aux résidents? Les espaces de dialogue. Ouais, on revient toujours au même, hein. Ah oui, beh, il faut se parler, quoi. Il faut se parler et vraiment, je pense que l'une des meilleures évaluations que j'ai faites en résidence autonomie, enfin, moi, en tout cas, ce que je retiens, c'était donc un petit établissement où voilà, il y avait une dizaine de professionnels. Et pour autant, donc la directrice, avait instauré, les réunions du lundi. Tous les lundis, elle avait mis ça en bon, elle avait galéré à mettre ça en place, de son retour, mais elle était arrivée. Ils avaient pris ce rythme-là. Tous les lundis, ils se rencontraient entre professionnels et voilà, ils discutaient, 1 heure, 1 heure sur des problématiques, à l'actualité, on va dire. On et ça parlait des résidents, ça parlait, voilà, de la vie de l'établissement en général, les projets et cetera. Et puis, après chaque réunion, un compte rendu était fait. Et donc là, tu vois, je trouve qu'on a, déjà les bonnes bases, dans le sens où tout le monde a les infos et déjà il y a une traçabilité. Donc après pour l'évaluation, j'ai envie de dire, là déjà on est plutôt bien parti et après c'est comment par contre on va se saisir, de cet outil d'éval. Comment est-ce que c'est perçu? Parce que, la perception aussi de cette évaluation, comme une obligation ou, ce qu'on entend aussi, bon pas trop en résidence autonomie, mais plutôt en EHPAD où on est, sur oui l'éval c'est une future certification en fait. Non, non, le sens est tout autre, c'est pas du tout la même chose. Donc comment est-ce qu'on va amener cette évaluation auprès des professionnels. L'idée, la volonté de la HAS, en tout cas à mes yeux, c'est bien que ce soit, un outil en faveur de l'amélioration continue. Heu, c'est censé aider, les directeurs, les responsables, les cadres, à s'appuyer dessus, voilà, pour pouvoir emmener aussi les équipes vers cette démarche d'amélioration continue, surtout dans les établissements, pour lesquels ils sont pas, familiarisés à cette démarche-là. C'est, l'objet de faire cette photographie à l'instant T, c'est aussi déjà d'avoir une première retraduction, de ce qui est fait au regard des attendus. Que ce soit au moment de la préparation, donc en faisant une auto-évaluation, ou, justement si on n'a pas eu le temps de faire une évaluation, une auto-éval plutôt, en bonne et due forme et ben, c'est au moment de l'évaluation, s'appuyer sur le rapport, pour avoir une V2, encore mieux. Non, carrément. Tu vois, c'est vrai que sur les résidences autonomies que moi j'ai pu voir, souvent, en fait, ils se parlent quand même bien en résidence autonomie. Parce que c'est une petite équipe et que du coup, tu vois, c'est ce noyau en fait, oui, de moins de 10 personnes. Du coup, on est encore, bah, dans l'équipe, presque, équipe autonome, en fait, tu vois? À la pure heure où en fait, ils se croisent, ils se voient et voilà. Par contre, il y a pas du tout cette culture de l'écrit.
D'ailleurs, il y a même pas vraiment de logiciel, comme on peut avoir un logiciel de soins, Mmh. ce qui fait que et le plus souvent, c'est marrant, c'est un cahier, tu vois? Oui. Moi, j'ai fait une éval d'ailleurs, dans une résidence autonomie. On a été tellement à chercher des trucs dans le cahier qu'avec mon collègue, on est parti avec le soir. Donc ils nous ont appelés en disant: «Vous avez pas vu le cahier?» On pensait qu'on avait fait exprès et que c'était un piège, mais non, en fait, on avait embarqué, Mmh. c'est là où en fait et c'était marrant parce que du coup, à la fin, en fait, on leur dit: «Mais vous voyez, en fait, pourquoi le cahier, faut arrêter? Parce qu'on n'a pas fait exprès, mais c'est super dangereux, vous pouvez tout perdre». Mmh. Donc donc après, c'est comment on arrive, en donnant du sens, parce que là, du coup, ça donnait du sens, tu vois, au truc. De dire: «Non, mais regardez, en fait, votre cahier peut disparaître, vous pouvez tout perdre, vous savez plus rien de ce qui s'est passé ces derniers jours et de ce qu'il y a à faire dans les prochains». Donc franchement, numérisé, heu et c'est voilà, c'est vraiment une difficulté. Donc après, c'est comment amener à avancer et à aller vers cette culture plus de l'écrit? Est-ce que toi, tu as des idées? Comment les emmener un peu plus vers cette culture de l'écrit? Bah, là, je toujours l'exemple de cet établissement-là qui du fait, d'avoir donc ils venaient d'intégrer aussi une grappe numérique et donc du coup, là, au moment de l'éval, le fait d'avoir valorisé la traçabilité, les comptes rendus des CVS, les comptes rendus des équipes, des réunions d'équipe et ben, ils se sont dit: «Ah bah, ouais, bah, finalement, le fait, de mettre en place, un logiciel avec des transmissions à faire et bah, ça nous aidera au final, pour la prochaine éval» et là, ça a pris tout son sens. Mais là, parce que encore une fois, il y avait cette dynamique, cette volonté de la direction et puis l'adhésion des professionnels. J'ai eu d'autres établissements où, effectivement, ils étaient encore avec, le cahier où on écrit voilà, les faits marquants de façon très, très brève et pour lesquels quand il faut retrouver une trace, c'est ultra compliqué. Et pour autant, voilà, après l'éval, on avait encore quelques professionnels, qui disaient: «Ah bah, ouais, mais non, ah, ça va être dur de tout tracer». Mais non, faut pas tout tracer. Faut mettre du sens aussi derrière ce qu'on écrit. L'idée, c'est pas d'écrire pour écrire. À quoi ça sert de tracer les choses? Là, quand même, je trouve que l'évaluation, c'est une belle démonstration des besoins, de la nécessité de tracer les choses. Et comment que tu l'expliques ça? De dire, en fait, comment faire la différence entre ce qui est utile et ce qui est pas utile? Tu vois? Parce que je repense à tous ces temps de transmission où j'arrivais à m'inviter quand le médecin n'était pas là. Parce que Mmh. les médecins co, ils peuvent nous virer, mais ils sont à temps partiel, donc on s'en fout et mais je me suis jamais vraiment fait virer, appelé c'est pour rire. Mais du coup, je me dis, tu vois, c'était tellement souvent la moitié du temps d'information, en fait, peu utile. Mmh. Dans lequel, bon, bah, c'était, tu vois, du déclaratif un peu descendant de bon, bah, et même ou qui appelait rien, de se dire: «Bon, bah, voilà, je sais pas, j'ai fait le pansement de machin, ça va» ou alors, «Il y a ça», enfin, des trucs déjà écrits dans le plan de soins, tu vois? Comment on fait pour amener les équipes à réfléchir et à avoir, bah, du coup, des temps d'échange plus constructifs et à aller sur ce qui est vraiment important? Tu as une idée de ça? Et ben, déjà, je dirais c'est, comment dire? Identifier les outils qu'on a à notre disposition. Donc si on est dans une équi au sein d'une équipe où on va avoir un logiciel de soins, donc là, par exemple, typiquement, tu as parlé de plan de soins. Est-ce que j'ai besoin de redire ce que j'ai coché sur plan de soins s'il y avait rien d'exceptionnel? Bon, peut-être pas forcément Mmh. et puis surtout, qu'est-ce qui va servir pour ma collègue? Pour ma collègue de l'après-midi et puis pour la collègue, possiblement de la nuit et du lendemain matin. Qu'est-ce qui va leur servir? Qu'est-ce qu'elles ont besoin de savoir, qui est hyper important et qui va qui va les aider dans les accompagnements à faire auprès des personnes? C'est toujours cette histoire de sens. À quoi ça sert de dire, «J'ai fait le pansement», sachant qu'il y avait rien de spécial dans le Ouais, il pansement? est fait, OK. Voilà, il est fait et alors? OK, d'accord, j'aurais pu le voir en regardant le plan de soins. Par contre, aller dire: «J'ai fait le pansement», bah, je trouve que c'est quand même, ça commence à être, pas beau. «J'ai repéré, telle couleur ou telle odeur, qu'est-ce que tu en penses?» ou le dire à la collègue de demain matin qu'elle surveille bien ou par exemple, voilà, les histoires de vie aussi. Madame machin, elle a eu une mauvaise nouvelle, elle se sent pas bien, faudra être vigilant cet après-midi. Ça, c'est des choses qui vont être importantes. Qu'est-ce qui va servir à mes collègues? Voilà. Je dirais que c'est plutôt ça. Logique, quoi. Tu vois, je me dis ce qui est logique au niveau du sens. En fait, qu'est-ce qui est utile? En fait, c'est revenir à ce qui est utile à la fois pour la personne qui est accompagnée, pour ses collègues, heu
Et c'est complètement logique, hein. Pour revenir à notre sujet sur le sens et peut-être, conclure sur ce sujet-là, qu'est-ce que tu vois d'autre? Qu'est-ce qui fait qu'on amène du sens? Moi, je me dis parler des problématiques concrètes, hein, du terrain, du jour et il y a ça. Qu'est-ce qu'on attend des autres? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Donner du sens. J'ai pas compris ta question, excuse-moi. Bah, la question, c'est toujours, est-ce qu'il y a d'autres choses? Comment on peut accompagner les équipes pour, en fait, redonner du sens, tu vois? Enfin, mobiliser et puis au-delà de donner du sens, c'est aussi, être sur la même longueur d'onde. Tu vois? C'est ça aussi que je trouve intéressant. Bah, c'est pour moi, c'est vraiment, se rencontrer, se prendre le temps de se questionner. Dialogue. Ah oui, oui, le dialogue, bon alors après il y a aussi l'axe des formations quand même qui peut quand même servir à se familiariser avec d'autres approches, avec des nouvelles notions, qui peut aider aussi à la prise de distance, à faire des pas de côté. Mais je pense que le gros du gros quand même, c'est le dialogue et se re-questionner. Alors après, c'est vrai que quand on a des équipes où on a la tête dans le guidon parce qu'il y a un contexte qui est ultra compliqué, où il y a de la fatigue et cetera, hem bah, c'est vrai que solliciter une aide extérieure, ça peut quand même être une plus-value dans le sens où ça va venir accompagner en tout cas, la réflexion et puis nous aider à voir les choses différemment. Mais, pour moi, le plus important, c'est de se rencontrer, c'est, de se questionner surtout et de pas rester sur ses acquis. Parce que, je pense que quand on pense savoir, on dit: «Je sais, c'est comme ça que ça se passe, je sais», c'est là où on arrête de se questionner finalement. Sachant qu'on travaille quand même avec, des êtres humains et les humains sont des animaux qui sont pas figés dans le temps. Heu, on on évolue, on change, on a des humeurs, enfin voilà. Il faut toujours se re-questionner sur ce qu'on fait et Ouais, en les plus néo-résidents, ça évolue aussi, hein, tu vois? Même d'une organisation dans le temps, les besoins, les attentes, c'est clair, hein. Hem, j'allais je Oui, si, ça y est, ça me revient. Je voulais dire un truc, le sujet et ça reboucle aussi de l'accompagnement et la préparation à l'évaluation. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant là-dedans, c'est aussi le moyen de redonner du sens, de préparer les équipes. C'est aussi un moyen de les rassurer énormément. mmh Et moi, c'est ça aussi que je trouve intéressant. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu partages sur le fait d'être rassuré sur le fait de ce qu'ils font déjà, qu'en fait, l'évaluation, OK, il y a du boulot, mais c'est complètement à la portée de tous les établissements, en fait. On ne demande rien de révolutionnaire. Oui, 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 c'est des de la réassurance et puis, de la valorisation, se sentir reconnu. Quand on a des évaluateurs qui, en fin d'éval, nous font un retour en disant que, bah, voilà, il y a des belles choses qui sont faites, et ben, oui, ça prend tout son sens. Là, souvent, tu vois les visages des professionnels qui se détendent et qui se disent: «Ah oui, d'accord, ça a eu du sens finalement de soit de travailler à la préparation, soit, de finalement, bah, accepter de passer, à l'outil informatique ou de changer les pratiques ou ces choses-là». Bah oui, là, aujourd'hui, ça a du sens. Nickel. Si on veut travailler le sens ou travailler l'évaluation, même si c'est très, très lié, comment on te contacte? Eh bien, vous pouvez me trouver donc sur LinkedIn principalement, ou me contacter via la messagerie LinkedIn ou bien me contacter par mail. À l'adresse elisabeth.fontaine@id-du-6cali.fr, et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Tu fais une newsletter sur LinkedIn. Oui aussi, mais tu connais mieux mon travail que Je reçois tous les combien? Toutes les semaines? toutes les semaines. Oui, c'est Ouais. ça. OK, bah, du coup, il faut s'abonner, il faut cliquer, hein, je pense sur, LinkedIn, recevoir, C'est ça, newsletter. s'abonner, exactement et puis donc là, il y a toutes les informations qu'il faut aussi pour me contacter, de façon autre que LinkedIn si besoin. Super et ben, merci pour toutes ces infos et puis, bah, peut-être à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet.
Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.